Bonsoir à tous. Il est 20h. Je déclare cette séance du conseil municipal ouverte. Je vais procéder à l'appel des élus. Monique Sémavoine présente. Roger Pédeflous. Présent. Nicole Billou. Présent. Francis Land. Présent. Nicole Dufaux. Présent. Michel Bille. Présent. Anne Chauvency. Présent. Joachim Costa. Présent. Marilyn Peyroulet. Présent. Bruno Vermès. Présent. Valérie Cazenave-Dimillet. Présent. Thierry Annette. Présent. Céline Lacoste. Frédéric Lescudé. Présent. Jennifer d'Aragon. Présent. Pachi Elisech, excusez, a donné un pouvoir à Thierry Annette. Philippe Le Glorieux. Présent. Julie Champagne. Présente. Michael Paraf. Présent. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Jennifer d'Aragon. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, ce sera donc Jennifer d'Aragon. Merci. Avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais dire quelques mots sur l'actualité immédiate dans notre commune. Nous avons abordé la période du début du confinement depuis le 11 mai. Depuis le 11 mai, et chez nous, ça s'est traduit par une réouverture de l'école, des écoles. Et je dois dire que depuis, j'ai eu des remontées extrêmement positives de toutes parts. D'abord de la part de la directrice, qui me faisait part de son plaisir, au-delà de sa satisfaction avec les autres enseignants, de son plaisir d'avoir revu les enfants à l'école. Satisfaction des enfants qui eux-mêmes sont fous de joie de revenir à l'école. Je crois que cette année, ça va être la première fois qu'ils vont regretter les grandes vacances d'été parce qu'ils avaient tellement hâte et envie de reprendre l'école, ils sont tellement heureux, je ne sais pas s'ils vont avoir envie d'être en vacances. Et puis les parents d'élèves sont très très heureux également d'avoir vu leurs enfants reprendre le chemin de l'école et continuer à apprendre. Et puis aussi beaucoup de parents d'élèves qui ont pu renouer avec leur activité professionnelle qui était en friche depuis le début du confinement, parce que pour certains d'entre eux qui ne peuvent pas travailler en télétravail, eh bien, ça voulait dire une activité d'artisan, par exemple, ou d'indépendant, qui était à l'état de zéro, et donc les ressources de la famille au même niveau. Voilà, donc je n'oublie pas non plus la satisfaction, il faut le dire, du personnel de la commune, qui a repris aussi le travail dans les écoles et dans les cantines, et qui était très heureux de reprendre cette activité. Voilà, donc nous n'avons eu que des retours positifs. Tous les enfants, ou presque, ont déjà pu reprendre l'école, puisqu'il y avait seulement une vingtaine de tout petits de maternelle ces derniers temps qui n'étaient pas à l'école et que les parents qui pouvaient les garder ou les faire garder n'ont pas mis à l'école, ce qui fait que ce retour dans les conditions sanitaires très strictes que vous connaissez, c'est quand même fait pour le plus grand nombre d'enfants, ce qui n'est pas forcément le cas partout malheureusement, mais ça s'est bien passé chez nous à Mazères. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer pour la suite du déconfinement, puisque depuis hier nous savons que les écoles doivent pouvoir accepter tous les enfants. Je n'en ai pas parlé aujourd'hui encore avec la directrice, mais ça ne va pas tarder, je pense que dès demain on va prendre contact. Et voilà, j'ai bon espoir pour que la suite du déconfinement et du retour des enfants à l'école puisse se faire pour tous ceux qui le voudront. Et puis les petites maternelles, on comprend qu'ils ne reprennent pas, hein, si c'est le choix des parents. Mais nous allons régler cela de la meilleure façon possible. Alors, mes chers collègues, vous le voyez, nous avons ce soir un très très long ordre du jour. C'est un ordre du jour qui suit, n'est-ce pas, l'installation de notre nouveau conseil municipal. Et nous avons énormément de choses à installer et à délibérer et à adopter pour être un ordre de marche pour les 6 prochaines années. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose à propos de ce que je viens de déclarer ou bien je passe à l'ordre du jour? On avance. Alors, nous allons passer à l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
Et pour ce faire, je vais vous lire le début, la présentation de la délibération avant le texte lui-même. Donc il s'agit de l'adoption du règlement intérieur de notre Conseil, en application des articles L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales, lequel est notre référence absolue au-delà de tout règlement. Et donc le Conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Ce règlement a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement de l'organe délibérant. Un projet de règlement est joint en annexe et nous allons pouvoir le détailler. Et je vais faire appel pour cela, pour ne pas faire un long monologue trop longtemps, à mes adjoints qui vont se relayer pour présenter les différents articles. Donc le règlement intérieur pour les communes de 1000 habitants et plus a pour objectif de préciser certaines dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal de la commune en rappelant et complétant celles déterminées par un texte de meilleur rang selon les lois et les décrets. Au titre 1, pour les réunions du conseil municipal, je vais demander à Roger Pédeflous de nous présenter l'article 1er, l'article 2, l'article 3 et l'article 4. Roger Pédeflous. Article 1er. Périodicité et lieu des séances. Le conseil municipal se réunit à la mairie au moins une fois par trimestre et chaque fois que le maire le juge utile. Les réunions peuvent se tenir en semaine, les samedis, dimanches et jours fériés, en journée ou en soirée. Le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le préfet, ou le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice, par une demande écrite indiquant les motifs de la convocation. Article 2. Non, on va faire article par article, parce que l'opposition nous a adressé une série de remarques ou de questions, et je crois qu'il est plus, plus logique d'y répondre au fur et à mesure, plutôt que d'attendre la fin de la lecture et d'y revenir dessus, si vous êtes d'accord, Monsieur Glorieux. Donc, y a-t-il sur ce sujet, et je crois que la réponse est oui, une question? Je vous écoute. Oui, au préalable, je me lève peut-être. On m'entend? Pas de micro. Au préalable, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous souhaitons en fait intervenir sur plusieurs points à l'ordre du jour au fur et à mesure de leur délibération. Sur le premier point, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Nous nous étonnons de l'intitulé du premier point de l'ordre du jour, à savoir l'adoption d'un règlement intérieur déjà rédigé. Nous vous l'avions proposé dans notre avant-dernier courrier. Il nous semblerait naturel de créer une commission pour la rédaction de ce document. Les conseillers municipaux disposent légalement de 6 mois pour la rédaction de ce qui ordonnera nos échanges et nos délibérations pendant 6 ans. Sur le fond, la rédaction du règlement intérieur est de la compétence du conseil municipal et non du seul maire, ce qui ne semble pas être le cas ici. Ce texte va régir notre fonctionnement durant tout le mandat. Le maître mot répété de notre maire est bien de travailler ensemble. Il s'agit donc ici de nous outiller pour ce travail collaboratif et de mettre en place cette intelligence collective qui enrichira nos réflexions et les décisions pour le bien-être de tous les Mazéroises et les Mazérois. Ensemble, c'est accepter les différences et en tenir compte. Encore faut-il qu'elles soient entendues. Je vous le rappelle que notre groupe représente plus d'un tiers des électeurs que nous ne pouvons pas ignorer. Je vous demande donc, Madame la maire, Messieurs et Mesdames les conseillers, en votre âme et conscience, de demander la création de cette commission pour mettre en place nos règles de séance. Bien sûr, ils sont encadrés par le Code général des collectivités territoriales et évidemment, on ne peut pas tout faire et faire n'importe quoi. Les textes nous disent que le contenu est fixé librement par le conseil municipal dans le respect des dispositions législatives et réglementaires. Il fixe les mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal. Il a pour but de faciliter l'exercice des élus au sein du conseil municipal. Nous sommes tous et toutes élus, et je citerai Saint-Exupéry, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit. Je vais vous lister les propositions, enfin on va commencer avec la une, voilà. Au fur et à mesure on le fera, Madame la maire, sur lesquelles on peut, à mon avis, travailler. L'article 1, bien qu'étant conscient des aléas que redéfinirait le calendrier établi, nous souhaiterions ajouter que lors de chaque conseil municipal,
la date à laquelle aura lieu le prochain soit définie, tout en sachant que ça risque de bouger. Je vous remercie. Alors je vais vous rassurer, Monsieur Glorieux, bien entendu que nous sommes à l'écoute de tous les élus, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Il n'est pas question de faire la sourde oreille à une partie de notre conseil municipal. Les Mazérois qui ont choisi de voter pour vous sont représentés ici par vous, les 3 élus, et les autres sont représentés par notre groupe des 16 autres élus. Mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, bien entendu, nous allons nous écouter les uns les autres. Cela étant, le texte qui est proposé ce soir est un texte que j'ai travaillé, pas toute seule, je vous rassure, parce qu'il y a de nombreux textes, notamment du Code général des collectivités territoriales, et puis il y a la loi aussi qui s'impose à nous. Donc tout ce qui est proposé ce soir est proposé à l'aune de ces textes-là, et je n'ai absolument rien inventé à titre personnel du fait du prince ou de la princesse. Donc, c'est un texte qui a le mérite d'être posé sur la table, et ce soir, nous allons en délibérer. Ensuite, nous avons 6 mois pour y revenir s'il faut procéder à des amendements ou des corrections. Il n'y a aucun problème pour revenir dessus si c'est nécessaire. Donc, il a au moins le mérite, ce texte, d'être là ce soir, d'être délibéré, et de nous donner, dès ce soir, des règles de fonctionnement que nous n'aurions pas si nous devions former une commission qui devrait ensuite travailler sur tous ces articles pour ensuite revenir devant le conseil municipal. Ça laisserait un laps de temps de plusieurs semaines sans aucune règle. Au moins, nous aurons ce soir un cadre. Mais nous allons discuter article après article des éventuelles propositions que vous proposez. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de présenter. Alors, s'agissant de l'article 1, le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Mais définir une date à chaque fin de conseil municipal, ce serait courir un risque majeur, à 99% de chances que la date que je vous annoncerai, qui serait totalement arbitraire et subjective, cette date sera changée au fur et à mesure que les semaines vont s'écouler. Ce qui est sûr, c'est que nous avons le devoir de tenir un conseil municipal par trimestre. Donc, dans les 3 mois qui viennent, nous aurons un conseil municipal. Je peux même vous dire que nous en aurons un avant la fin du mois de juillet, puisque nous allons devoir voter le budget. Donc, on n'attendra même pas 3 mois pour nous réunir à nouveau. Mais fixer une date à l'avance pour le prochain conseil municipal, ça ne me paraît pas sérieux, ni raisonnable, ni potentiellement fiable, quoi. Donc, c'est une remarque que je ne peux pas retenir, je regrette. Nous passons à l'article 2. Non, ça revient à moi. Article 2. La convocation. Le maire est chargé d'établir la convocation. Celle-ci indique la date, l'heure, le lieu de la réunion et les questions portées à l'ordre du jour, et mentionnées au registre des délibérations affichées ou publiées, et transmises de manière dématérialisée ou, pour ceux qui en font la demande, adressées par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Le délai de convocation est fixé à 3 jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Celui-ci en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. Le maire peut annuler la convocation à une réunion. Cette décision peut être portée à la connaissance des conseillers municipaux jusqu'à l'heure prévue pour son ouverture. Tout changement apporté à la date de la séance portée sur la convocation doit donner lieu à une nouvelle convocation, adressée elle-même dans le respect des règles de délai, sans que cette seconde convocation puisse, en quoi que ce soit, bénéficier du délai ouvert par l'envoi de la première convocation. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, Monsieur Glorieux. Oui. Pour nous, il nous paraît nécessaire... Restez ainsi, si vous voulez. Non, ça ne me dérange pas de mettre... D'accord, très bien. Il nous paraît nécessaire que le délai de convocation soit de 10 jours francs. En effet, nous sommes 3 conseillers, conseillères à étudier les dossiers, alors que vous êtes 16, sans compter les salariés. Et comme apparemment les
conseils municipaux se tiennent lundi, c'est-à-dire que les dossiers seraient disponibles à la mairie 3 jours francs, soit si la convocation est envoyée le jeudi soir. Il nous resterait à demander la possibilité de consulter en mairie le vendredi et de demander l'accès à la mairie le week-end, si quelqu'un nous répond. Je trouve que c'est un petit peu difficile pour nous de pouvoir étudier en toute bonne foi des dossiers, comme par exemple ce qu'il y a eu pour ce conseil-là. Voilà, j'ai dit. Oui, bien sûr, je vous comprends, mais l'article L2121-11 du Code général des collectivités territoriales prévoit 3 jours francs minimum. Et si ce délai a été fixé par le législateur, c'est qu'il a estimé que pour cette strate démographique à laquelle appartient notre commune, de moins de 3500 habitants, eh bien, ce délai était suffisant. Cela étant, il s'agit d'un délai minimum. Si nous pouvons être prêts avant ce délai, nous le ferons, comme nous l'avons toujours fait. Mais il y a toujours, on le voit au fil du temps et avec l'expérience, on le sait, il y a parfois des délibérations qui tombent, qui s'imposent à nous, du fait soit par exemple de la communauté d'agglomération ou d'autres instances extérieures, et que nous raccrochons au conseil municipal dont la date est fixée et qui nous demande un minimum d'exploitation, d'examen, et donc c'est très difficile de tenir des délais supérieurs à 3 jours francs. Mais quand on peut faire 4 jours, 5 jours, on le fait. D'ailleurs, la preuve, c'est que la convocation à ce conseil a été envoyée dans un délai de 6 jours, 4 jours francs, et la date du conseil municipal, nous vous l'avons annoncé par mail dès le 3 juin. Donc ça fait déjà 12 jours pour la date que je vous avais prévenu tous de réserver cette soirée, et 4 jours que vous avez l'ensemble des délibérations. Je m'empresse d'ajouter que, Dieu merci, je ne crois pas qu'à chaque conseil municipal, nous aurons autant de délibérations, toutes aussi denses, et presque toutes en tout cas aussi denses et fouillées que celles que nous allons voir ce soir. Donc, les séances seront plus légères à préparer, je vous le promets. Et par ailleurs, nous allons ce soir installer les commissions. Et ce que nous délibérerons prochainement dans les conseils municipaux, aura été déjà passé un examen et travaillé dans les commissions. Donc il y aura déjà le filtre de chacune des commissions avant de porter des délibérations au conseil municipal. Voilà. Donc, c'est pour l'article suivant ? Non, pour le même. Rapidement alors ? Oui. Oui. Vous dites que pour la communauté d'agglomération, il faut savoir tout de même que pour les communes de plus de 3500... C'est un exemple. Pour les communes de plus de 3500 habitants, c'est 5 jours francs. Donc on peut quelque part, s'il y en a qui arrivent, je pense qu'on pourrait y arriver. Moi je demande aux conseillers, aux conseillères ici présents d'amender ce règlement intérieur sur cet article-là et de porter la convocation à 10 jours francs. Encore une fois, ce n'est pas la date de la convocation qui est importante, c'est le travail qu'on nous demande pour mener à bien les discussions et apporter notre pierre au moulin, notre eau au moulin, ou notre pierre à l'édifice plutôt. Voilà, et donc je demande solennellement 5 jours francs pour qu'on puisse étudier, comme les communes de 3500 habitants. Je pense que c'est tout à fait réalisable. Eh bien, j'entends votre demande, mais j'ajoute que nous n'allons pas surlégiférer les textes du législateur et du Code général des collectivités territoriales. Donc moi, je vous demande de bien vouloir accepter cet article en l'état. Mais on ne va pas voter article par article, Monsieur Glorieux. Mais j'ai entendu votre réserve. Alors l'article suivant, Roger Pédeflous. Article 3. Le droit d'accès à l'information des élus. Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Dès l'envoi de la convocation à une réunion du conseil municipal, et jusqu'au jour de sa tenue, celui-ci compris, les élus peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le maire. Les élus qui voudront consulter ces dossiers en dehors des heures ouvrables devront adresser au maire une demande écrite. Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché
sont mis à la disposition des élus intéressés en mairie dès l'envoi de la convocation à la séance, au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération. Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres du conseil municipal. Merci. Dans le Monsieur cadre, Glorieux. oui, dans le cadre du droit à l'accès à l'information, il nous paraît nécessaire, pour que tous les conseillers ici présents et les conseillères municipaux puissent prendre le temps, au moment qui leur convienne le mieux, que les dossiers préparatoires soient fournis aux conseillers municipaux sous forme dématérialisée au plus tard le jour de l'envoi de la convocation. Encore une fois, ça rejoint l'article 2 qui nous mettait un petit peu en porte-à-faux pour travailler les dossiers en fin de semaine et le week-end en mairie, ce qui n'est absolument pas facile pour pouvoir, encore une fois, travailler comme il faut. Alors, il est vrai qu'il y a certains documents qui ne sont pas aisés à transmettre sous une forme dématérialisée, tout simplement, par exemple, quand il s'agit de plans d'une extrême, d'un grand format, d'un très grand format, mais donc c'est pas systématique qu'on envoie ces documents de façon dématérialisée. Mais pourquoi pas? Moi, je suis favorable, chaque fois qu'on le peut, à envoyer tous les documents possibles de façon dématérialisée. Et si ça peut vous rassurer, je vous propose qu'on rajoute, en principe, sous forme dématérialisée, comme c'est écrit dans le texte, sauf si ce n'est pas techniquement possible, auquel cas vous vous rapatrierez, mais ça sera le cas pour tous les élus, c'est pas seulement oui, les élus de l'opposition, c'est pour tout le monde. Et donc ils seront consultables en mairie. Donc je propose d'amender cet article 4 pour vous rassurer en rajoutant, sauf si ce n'est pas techniquement possible. Si c'est des grands plans, je peux faire la photo. Bien. Article 4, Roger Pédopoulos. Article 4. Le droit d'expression des élus. Questions orales. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Le texte des questions est adressé par tous moyens écrits au maire 4 jours ouvrés au moins avant une réunion du conseil municipal. Lors de la séance qui suit, le maire y répond oralement. Celles qui sont déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche. Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance et ne donnent pas lieu à débat, sauf demande de la majorité du conseil municipal au maire. Oui, merci. Je crois que là aussi vous avez quelque chose à ajouter. Bon, je vais rester assis. Dans le cadre du droit d'expression des élus, question orale, pour éviter toute négligence, faute de temps ou pour cause de fatigue, nous demandons que ces questions soient traitées en début de séance et non à la fin. Il est rappelé que le règlement intérieur soumis au contrôle du juge administratif ne peut porter atteinte au droit d'expression des élus en les limitant de façon abusive. Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le conseil municipal pourrait décider de les traiter dans le cadre d'une séance spécialement organisée à cet effet. Si l'objet des questions orales le justifie, le conseil municipal pourrait décider de les transmettre pour un examen aux commissions permanentes concernées. Nous notons aussi sur ce point, je crois, ou c'est sur le point d'après, qu'il y avait une incohérence sur les dates, puisque les délais de convocation sont de 3 jours minimum et la soumission de 4 jours. C'est un peu plus loin, je crois, non? Ah oui, peut-être. Je vous laisse finir. C'est tout. Bon, alors, j'avoue que pour éviter toute négligence, faute de temps ou pour cause de fatigue, quand on a un ordre du jour, on le passe en revue d'un bout à l'autre. Je pense quand même qu'on doit pouvoir tenir le coup quelques heures pour tenir un conseil municipal. Non, franchement, je ne vois pas pourquoi vous voulez faire reporter des points à d'autres dates, parce que ce qui règle l'obligation de délibérer, la plupart du temps, 9 fois sur 10, eh bien, ce sont justement des délais à respecter. Par conséquent, je vous rappelle quand même une règle régalienne, si j'ose dire, si j'ose ce mauvais mot, c'est que c'est le maire qui est maître de l'ordre du jour. Et donc c'est à lui de décider du déroulement de la séance.
Et vous voyez, très logiquement, j'ai mis en première délibération ce point du règlement intérieur. C'est bien parce que j'avais conscience que c'était un point qui méritait un long examen, et vous voyez que je ne l'ai pas relégué plus loin à la 10e ou la 15e ou la 22e délibération. Donc, voilà, c'est tout. On fera comme ça, et je crois que c'est parfaitement correct. Ce qui est bien prévu au titre 4, c'est qu'au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions spéciales. En tout cas, à la majorité absolue de ses membres, bien entendu. Donc cette question-là, elle est évidente. Enfin, pour les incohérences des délais de convocation, 3 jours minimum, et soumission des questions orales, 4 jours minimum. C'est ça que vous vouliez dire, monsieur Glorieux ? Oui. Oui, c'est vrai, en effet, on pourrait harmoniser et accorder nos violons, j'en conviens. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux délais, mais pourquoi pas, hein ? Donc je propose qu'on intègre la possibilité de lâcher à 3 jours francs pour harmoniser les délais de ces deux éléments. Pour l'article 12, non, pardon, pour l'article 5, voilà, je voulais aller trop vite. Je vais demander à Nicole Billou si elle veut bien nous présenter les 4 prochains articles. Donc, le 5. Article 5. L'organisation d'un débat sur la politique générale de la commune. À la demande en cours de séance d'un 10e au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune peut être organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Il ne peut y avoir plus d'un débat de ce type par an. Merci. Je crois que ça ne laisse pas de remarques. Pour le titre 3, tenue des séances du conseil municipal, article 6. Article 6. Le président de séance. Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Le président ouvre les séances du conseil municipal, vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion. Merci. Je pense que ça ne fait pas d'objection ou remarques. Nous pouvons passer au suivant, police de l'Assemblée. Article 7. Article 7. La police de l'Assemblée. Le président de séance a seul la police de l'Assemblée et peut, en cette qualité, faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre ou perturbe les débats. Les infractions au présent règlement, commises par les membres du conseil municipal, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes prononcées par le président. Rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, suspension de séance et expulsion. Merci. Y a-t-il des remarques ? Il n'y en a pas. Nous passons à l'article 8, le secrétaire de séance. Le secrétaire de séance. Au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un de ses membres pour remplir les fonctions du secrétaire. Ce dernier assiste le président pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. Le conseil municipal peut adjoindre ce secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations. Merci. Pas de remarques, pas de questions. Nous passons au point suivant avec Francis Land, article 9. Ah oui, pardon. Merci. Le quorum. Article 9. Article 9. Le quorum.
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité au moins de ses membres en exercice est présente. Le quorum doit être vérifié non seulement au début de la séance, mais également lors de la mise en discussion de chacune des affaires soumises successivement à délibération. Si le départ d'élus en cours de séance ne permet plus le respect de cette règle, le conseil municipal ne peut plus valablement délibérer. Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum. L'élu intéressé à la délibération qui se retire est comptabilisé absent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le maire doit l'indiquer sur le registre des délibérations et préciser que la séance est renvoyée à une date ultérieure. L'envoi de la nouvelle convocation peut être opéré dès qu'il est constaté que le quorum n'est pas atteint ou a cessé de l'être. En revanche, un délai de 3 jours francs doit être respecté entre la date d'envoi et la réunion suivante. La seconde convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil municipal pourra délibérer valablement sans condition de quorum. Merci. Pas de remarques, pas d'observations, pas de questions. Nous passons au point suivant. Article 10. Les procurations de vote. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner une procuration de vote à un collègue de son choix. Un même élu ne peut être porteur que d'un seul pouvoir, lequel est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances consécutives. Les pouvoirs doivent être parvenus au maire par tout moyen, au plus tard lors de l'absence constatée. Merci. Pas de remarques, pas de questions. J'en profite pour dire au passage que je sais qu'il y a parmi vous un ou deux élus, en tout cas qui me l'ont dit, qui doivent se lever dans la nuit pour des raisons professionnelles demain. Si par cas ce conseil municipal s'éternisait trop et pour des raisons de fatigue, eh bien vous avez la possibilité de donner votre procuration à un des membres du conseil municipal de vos collègues qui votera pour vous jusqu'à la fin du conseil municipal si ça vous fait trop tard pour vous lever à 3h du matin, ce que je pourrais parfaitement comprendre. Donc, pas de remarques sur cet article. Nous passons au suivant. Article 11. La présence du public. Les séances du conseil municipal sont publiques, sous réserve du huis clos. Le public peut enregistrer ou retransmettre les séances par les moyens de communication audiovisuels. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites, ainsi que toute forme de communication avec les membres du conseil municipal. Les téléphones portables devront être mis en silencieux. Merci. Pour ceux qui auraient oublié de le mettre en silencieux, n'hésitez pas à le faire. Pas de remarques, pas de questions là-dessus? Alors nous passons au point suivant, article 12. Article 12, la réunion à huis clos. Sur la demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. En cas de réunion à huis clos, la séance ne peut faire l'objet d'un enregistrement ou d'une retransmission par des moyens de communication audiovisuels. Le conseil municipal ne peut en aucun cas décider à l'avance le huis clos pour une séance ultérieure. Merci. Y a-t-il des remarques ou des questions? Oui, monsieur Glorieux? Oui. Bon, ça me paraît une évidence, mais ce serait bien de l'écrire. La réunion à huis clos, le principe du conseil municipal, comme vous l'avez dit, est celui de la publicité des débats.
sur l'article 11. Le huis clos est l'exception. La décision d'y recourir doit donc nécessairement reposer sur un motif. Nous demandons que cette exception soit argumentée et justifiée comme nécessité de l'ordre public ou caractère particulièrement sensible à l'ordre du jour et que ça soit inscrit au règlement intérieur. Monsieur Glorieux, c'est une évidence. On ne fait pas du huis clos pour faire du huis clos. C'est jamais. En 12 ans de mandat, ça ne m'est jamais arrivé de faire un conseil municipal à huis clos. Et donc, évidemment, si du huis clos il devait y avoir, il serait dûment justifié, ne serait-ce que par rapport aux membres du conseil municipal, tout simplement. Et puis par respect aussi à l'information que l'on doit aux habitants, aux Mazérois. Donc, c'est vraiment une évidence que s'il y a huis clos, c'est justifié dûment. Voilà. Ça coûte rien de le mettre. C'est pas dans les textes du Code général de la collectivité, ça doit être dedans. Ah ben, il y a un article qui le prévoit, c'est l'article L2121-18 du Code général des collectivités territoriales, qui ne limite pas les possibilités de décider du huis clos, mais aucune disposition législative ou réglementaire ne limite de manière générale cette possibilité. Évidemment que c'est... Je ne vois pas pourquoi on le mettrait dans le... Pourquoi pas? On ne va pas surlégiférer encore une fois. Voilà. Donc c'est une évidence, en tout cas ça sera retranscrit dans ce procès-verbal de ce conseil municipal. Que pour moi c'est une évidence et que je m'engagerai à justifier de la tenue d'un huis clos. Mais je ne sais pas comment je pourrais avoir une telle idée sans le justifier. Quel est l'article suivant? Donc c'est l'article 13, c'est Nicole Dufaux qui va prendre le relais. Article 13. L'enregistrement ou la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuels. Les séances du conseil municipal peuvent être enregistrées ou retransmises par les moyens de communication audiovisuels par un membre du conseil municipal. Le matériel doit toutefois être installé préalablement au début de la séance. La vidéo doit être réalisée sur un plan fixe et large afin d'éviter toute manipulation technique en cours de séance qui viendrait perturber la réunion, ainsi que la participation ou l'attention des membres du conseil municipal. Merci. Oui, Madame la maire. Oui, Monsieur Glorieux. Évidemment que si nous comprenons bien que la captation vidéo doit se réaliser, comme vous le voyez ici, sur pied et dans un emplacement fixe, il nous paraît abusive l'interdiction de zoomer ou de bouger légèrement l'appareil, puisque de toute façon l'enregistrement peut être aussi fait de cette manière-là par le public. Donc je ne vois pas cette... Et je ne vois pas où vous trouvez un abus d'interdiction de zoomer. Je ne vois pas pourquoi vous voulez interdire de zoomer. Ben, vous me dites, hein, la vidéo doit être réalisée sur un plan fixe et large. Oui. Moi, si je fais ça, je zoome sur vous, et là, il est plus large. C'est tout. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça dérange les conseillers? Écoutez, je n'ai pas parlé de zoomer, donc vous interprétez le règlement intérieur. Cela étant, je trouve normal que vous soyez concentrés sur les textes que nous passons et sur nos délibérations sans avoir à faire de la réalisation audiovisuelle en même temps et en parallèle. Vous voyez? Bon. Donc, tout ça tient du bon comportement du conseiller municipal à sa place, et ce qui ne vous empêche pas d'avoir ce pied, cette caméra qui nous filme, et voilà, donc continuez comme ça. Il ne faut pas que ça perturbe les débats ou le travail en séance. C'est tout simplement ce que ça voulait dire. Et donc, s'il n'y a pas d'autres inquiétudes, nous pourrons passer à l'article suivant. Titre 3. Débat et vote des délibérations. Article 14. Le déroulement des séances. Au début de chaque séance, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Puis le président de séance procède à l'appel des conseillers, constate le quorum et cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Il appelle ensuite les affaires à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. Rien ne l'oblige à les mettre toutes en discussion. Il lui est en effet possible de décider que telle ou telle question sera examinée à une séance ultérieure
ou qu'elle n'a pas lieu d'être mise en discussion. La parole est accordée par le président de séance aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun élu ne peut prendre la parole sans l'avoir obtenue du président. Merci. Il en va du bon fonctionnement de toute assemblée, quelle qu'elle soit. Mais y a-t-il quand même des questions, des observations? Non, pas sur cet article, je vous remercie. Nous passons à l'article 15. Article 15. La suspension de séance. Le président peut prononcer une suspension de séance et en fixe la durée. Lorsque la demande de suspension émane de la majorité du conseil municipal, le président met aux voix cette proposition. Merci. Pas de remarques? Nous pouvons passer à l'article 16. Le vote. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins blancs et nuls, ainsi que les abstentions, ne sont pas comptabilisés. En cas de partage égal des voix, et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. En revanche, lors du vote du compte administratif, celui-ci est réputé adopté, sauf si une majorité s'est dégagée contre. Il est donc adopté en cas d'égalité des voix. Le retrait des élus ayant participé au débat au moment du vote ou leur refus d'y prendre part équivaut à une abstention. L'élu intéressé à la délibération qui se retire ne peut donner procuration de vote. Le mode de scrutin habituel est le vote à main levée. Toutefois, le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens du vote de chacun. Au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant et il en est donné lecture par le président. Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité de procéder au vote secret est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Nous allons continuer avec l'article 17 présenté par Michel Billet. Article 17. Le procès-verbal de séance. Le président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique dans le registre prévu à cet effet. Le registre est signé par tous les membres présents à la séance où mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Merci. Y a-t-il une question, une remarque? Oui. Oui, monsieur Glorieux. Madame la maire. Nous demandons que les questions diverses, les amendements, les vœux, adoptés ou pas, et les réponses du maire soient annexées au procès-verbal. Eh bien, c'est tout. Oui. Je peux répondre? Écoutez, par définition, le procès-verbal reprend tout le contenu des échanges du conseil municipal. Donc, c'est l'essence même du procès-verbal. Donc, ce serait redondant de le repréciser et ça ne me paraît pas utile de le faire figurer dans le règlement. Le procès-verbal, c'est un procès-verbal. Bien, je propose de passer à l'article suivant. Alors on est au titre 4 des commissions municipales. Au cours de chaque séance, le conseil municipal peut former des commissions permanentes ou spéciales chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises.
Elles préparent les rapports relatifs aux projets de délibération intéressant leur secteur d'activité et émettent des avis. Le conseil municipal fixe le nombre des membres de chaque commission et les désigne en son sein au scrutin secret, sauf décision prise à l'unanimité. Toutefois, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des conseillers municipaux. Dès leur première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est empêché. La convocation aux réunions de chaque commission est adressée par le maire ou son vice-président 3 jours avant leur tenue. Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées. Un agent de la commune assiste de plein droit sur demande du maire ou du vice-président aux séances des commissions et en assure le secrétariat. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée. Tous les documents de travail utiles au bon déroulement de la commission, papier, plan, documents audiovisuels, etc., sont destinés à l'usage strictement interne de la commission et ne peuvent être diffusés ni publiés. Les documents de travail ont un caractère confidentiel jusqu'au moment où l'aboutissement du projet permet une présentation pour en délibérer en conseil municipal. Merci. Je crois que ça ne fait pas débat. Pas de questions, pas de remarques. Nous pouvons passer au point suivant, donc article 18. Alors, article 18 du titre 5, dispositions diverses et finales. Article 18, le bulletin d'information générale. Le bulletin d'information générale comprend un espace, une demi-page en format A4 ou un quart de page en format A3, consacré à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Un espace équivalent leur est réservé sur le site internet de la commune. Le ou les textes rédigés accompagnés le cas échéant d'illustrations devront être transmis au maire au plus tard 8 jours francs avant la parution du nouveau bulletin. Le maire, directeur de la publication, s'interdit toute correction sur les propos ainsi insérés, sauf mise en cause personnelle d'un élu ou d'une personne, propos diffamatoires ou injures. En pareil cas, le maire invite le rédacteur à corriger ses propos. Il peut également refuser tout texte constitutif d'une infraction au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans ce cas, le groupe concerné en sera immédiatement avisé. Merci. J'espère que vous comprenez que cet article reprend les textes du Code général des collectivités territoriales, qui ne m'est pas venu un instant à l'idée que l'opposition pourrait user de propos diffamatoires ou d'injures dans le cadre de son espace d'expression au titre de la représentativité de son groupe. Mais c'est ainsi que les textes sont et donc qu'ils sont présentés ici. Y a-t-il des remarques sur cet article 18 ? Oui, Madame le maire. Oui, M. Glorieux. Bien sûr, on va pas absolument loin de nous l'idée d'être diffamant. C'est surtout une question technique, étant donné
étant tenu de fournir le contenu à publier dans un délai de 8 jours francs avant parution, nous demandons que la date de parution du bulletin d'information générale soit annoncée, ça je pense que c'est tout à fait possible, dans un délai minimum de 21 jours, en connaissant le travail des graphistes, des imprimeurs. Je sais que ça doit être tout à fait réalisable, ce qui nous permet d'aller un peu plus loin dans la rédaction de notre expression. De même, nous demandons que nous soit transmis le contenu dans les mêmes délais de la part de la municipalité. En complément de cette publication, nous demandons aussi que l'espace réservé aux groupes n'appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet de la commune le soit aussi aux publications sur les réseaux sociaux et applications mobiles. On sait qu'il n'y a pas de réseau social pour la commune à part le vôtre personnel, donc je pense que ce serait légitime qu'il y ait une page Facebook pour notre commune. C'est dans l'air du temps, me semble-t-il. Alors, pour vous répondre, écoutez, un délai minimum de 21 jours. Moi, je vous propose qu'on se tienne informé mutuellement de la sortie prochaine d'un bulletin municipal, en donnant un horizon même plus long que 21 jours. Mais par exemple, dans le mois qui vient ou dans les 5 prochaines semaines qui viennent, je voudrais que l'on édite un bulletin d'information à l'attention des Mazérois. Pour le reste, je ne vous promets pas que ça sera 21 jours, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être un peu moins. Tout dépend du temps dont on peut disposer à titre personnel, parce que, je parle pour moi là, personnellement, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de direction de la communication à la mairie de Mazères-Lezon. Et donc, au-delà d'un imprimeur et d'un graphiste, il y a tous les contenus à rédiger. Et donc tout cela, eh bien, c'est nous qui le faisons. Donc je peux m'imposer beaucoup de choses, mais quelquefois je suis obligée de différer des choses que je m'imposerais même moi-même, et par conséquent ça peut glisser dans le temps. Ça n'est pas si facile, c'est artisanal. Hein. Mazères-Lezon, c'est un petit village, nous avons moins de 2000 habitants, je me permets de le rappeler. Donc on ne peut pas avoir des exigences de service qui sont celles qu'on peut avoir dans des communes plus importantes. Il suffit de regarder autour de chez nous. Ils ont des services de direction de la communication, ou un directeur de com, des gens qui font de la rédaction et des contenus. C'est quand même très pratique. Quand on passe beaucoup de son temps à gérer les affaires de la commune, on ne peut pas être en même temps, la nuit ou tous les week-ends, en train de rédiger quelque chose. Donc on le fait au mieux, le plus souvent possible, mais en tout cas c'est fait maison, si je puis dire. Et donc, c'est très difficile de s'imposer toujours des délais très précis. Mais moi, je m'engage parce que je suis comme ça. Je le dirai, je l'annoncerai. Oui, il faudra sortir le prochain municipal. Je n'ai pas fixé de date, mais ça m'y fait penser. Après le prochain conseil municipal, nous aurons voté le vote du budget. Il me semble qu'il sera temps de faire un bulletin municipal pour les Mazérois, pour les informer de l'installation du conseil municipal, du compte-rendu de certaines de ces délibérations que nous allons voir ce soir parce qu'elles ont un intérêt majeur pour être publiées dans un conseil municipal, et également pour présenter ce que sera notre budget pour l'année 2020. Rien qu'avec ces 3 éléments, on a vraiment de quoi informer nos concitoyens. Donc, et puis il y aura bien sûr d'autres choses, parce que je n'oublie pas qu'on est en pleine crise sanitaire, qu'on essaie d'en sortir un peu, on aura peut-être une visibilité sur ce que sera l'été, des nouvelles peut-être du centre de loisirs, des nouvelles peut-être de la rentrée. Bon, il y aura des choses à dire. Et quand est-ce qu'on va le sortir, je ne sais pas. Mais ça sera fin juillet peut-être, espérons. Voilà, donc c'est comme ça. Moi je crois que le mieux c'est de se tenir informé sans prendre des engagements à 21 jours, parce que peut-être que ça marchera, mais peut-être que ça ne marchera pas. Ou alors pour le tenir, eh bien, ça différera dans la sortie d'un bulletin. Le plus long, c'est pas, encore une fois, je le répète, le graphiste et l'imprimeur, parce que franchement, en moins d'une semaine, ce travail-là peut être fait. C'est surtout le reste qui est très long à faire, parce que c'est une charge qui vient en plus de tout le reste. Est-ce que j'ai répondu à... Vous aviez pas... Il y avait pas... Ah oui, vous parliez de l'espace dans les autres supports oui. D'information. Alors, bien entendu, sur le site internet, un espace sera dédié à l'expression de l'opposition, c'est évident.
En revanche, il n'y a pas de page Facebook, donc c'est vrai. Dans l'air du temps, ça existe depuis longtemps. Encore faut-il que quelqu'un la tienne et la suive. Et je le répète, nous n'avons pas de responsable, de directeur de la communication. Donc ce n'est pas quelque chose que l'on peut confier à un de nos 3 agents administratifs de la mairie qui sont déjà surchargés par les tâches qu'ils occupent habituellement. Donc bon, voilà, non, moi j'en ferai pas un de plus parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. En revanche, s'agissant, vous pensiez à CityWall, c'est cet outil que nous avons créé au moment du confinement. Ce n'est pas un espace d'expression, c'est un outil d'information pratique avec des messages extrêmement courts, extrêmement brefs, qui rappellent des petites informations pratiques aux habitants, et en aucun cas c'est un espace d'expression, donc là il n'y a pas lieu de vous accorder de la communication là-dessus. J'en vois pas l'intérêt. En une centaine de mots, on ne dit pas grand-chose, même sur Twitter. Voilà, je crois que j'ai répondu aux 2 aspects de votre question. Alors, nous pouvons passer à la suivante, enfin à l'article suivant. Article 19. Eh bien, c'est l'article 19, Michel Bille. Donc, article 19, modification du règlement intérieur. Le présent règlement intérieur pourra être complété ou modifié sur proposition du maire ou de la majorité du conseil municipal. Merci. Pas de remarques, je suppose. Pas de questions. Alors, l'article 20. Article 20, autre. Pour toute autre disposition, il sera fait application des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Merci beaucoup. Nous avons donc passé en revue l'ensemble des articles de ce règlement intérieur. Je propose, dans la mesure où nous intégrerons les 2 petites modifications que j'ai apportées pendant nos débats, que vous avez sûrement noté, Monsieur Domenech, que dans le cadre de ces 2 modifications, je soumets ce règlement intérieur au vote du conseil municipal, qui est pour... Pardon ? Oui, je n'avais pas tout à fait fini nos remarques. Ah bon ? Oui. Allez-y. Voilà, nous souhaiterons aussi ajouter des articles, hein, c'est possible. Entre autres sur les motions et vœux. Les groupes politiques et les conseillers municipaux ont droit d'exposer en séance, vous l'avez dit, du conseil des vœux et des motions. Pour cela, ils doivent en informer le maire par écrit 48 heures avant le conseil municipal. S'ils souhaitent que la motion ou le vœu soit inscrit à l'ordre du jour annexé à la convocation, ils doivent en transmettre le texte au moins 7 jours francs avant la date du conseil municipal. Les motions et les vœux sont traités s'il y a lieu à la fin de chaque séance du conseil municipal, après l'examen des questions inscrites à l'ordre du jour. Les motions et les vœux font l'objet d'un débat et d'un vote. Les motions et les vœux, ainsi que le résultat de leur vote, sont transcrits dans le compte-rendu de l'Assemblée. Je trouve que ce serait intéressant de l'ajouter, comme le droit d'amendement. Même si les recommandations peuvent être inscrites sur le futur règlement intérieur, nous aimerions le faire préciser pour apaiser les débats et éviter les procédures que tout élu a le droit d'amendement et le droit de pouvoir amender à tout moment, même en séance, une délibération. Le temps de parole sur chaque dossier ne doit pas être limité à moins de 5 minutes par conseiller et moins de 20 minutes pour les grosses délibérations, ainsi qu'un droit systématique à explication de vote, comme vous le faites très bien, sur tous les sujets faisant l'objet d'une délibération. Madame le maire, messieurs et mesdames les conseillers, le public, la presse et tous ceux qui verront aussi la retransmission de cette séance, nous vous demandons solennellement de ne pas tomber dans des réactions conflictuelles et des procédures négatives pour tout le monde, et pour sortir la tête haute de ce débat, de reporter l'adoption de ce règlement intérieur à la suite des propositions de mettre en place une commission qui peut durer qu'un mois, ou un mois et demi ou 2 mois, on n'a pas besoin de faire 6 mois. Nous trouvons que c'est vraiment important pour la bonne marche de notre conseil municipal. Ce règlement est un copier-coller un petit peu au minima de ce qu'il existe, et je pense que les Mazéroises et les Mazérois mériteraient mieux dans la profondeur des réflexions. Et puis vous voyez que vous avez dit qu'il y avait des conseillers qui pouvaient être fatigués, qui se levaient tôt, et si les questions à l'oral sont mises à la fin, ils ne les entendront pas. Voilà.
Nous Non, avons... j'ai pas dit fatigué, j'ai dit qu'ils doivent se lever Oui, au milieu de la nuit et que si le juge est important pour eux, ils peuvent partir. Enfin, bref, là n'est pas le débat. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à propos des motions ou des vœux, les vœux et les motions n'appellent pas de décision du conseil municipal. Donc, j'ai envie là de vous renvoyer au dernier article que nous avons présenté, c'est l'article 20. Pour toute autre disposition, il sera fait application des dispositions du Code général des collectivités territoriales. Et ça se prête parfaitement, cet article, à l'exemple des motions ou des vœux. Donc, en cas de motion ou de vœu, nous nous référerons à ce règlement et on ne va pas surréglementer toutes les idées que vous pourrez apporter au fil de la vie municipale. Hein. On va aussi se référer à un cadre plus général. C'est un cadre minimum. Je précise d'ailleurs que le conseil municipal, s'il émet des vœux, c'est sur des objets à caractère local. Et je vous recommande, Monsieur Glorieux, si vous avez des souhaits de présenter des vœux ou des motions, de vérifier que leur objet a un intérêt local et strictement local. Madame la maire, je pense que c'est tout de même important que les élus puissent proposer des vœux et des options, même d'une manière, comment dirais-je, de vision pour une commune qui peuvent dépasser le cadre local. C'est un droit absolu de l'élu et ça a été reconnu par la jurisprudence. Je voulais aussi faire remarquer que je suis très gêné de voir ce règlement qui se discute entre nous deux, sans aucune autre parole des conseillers et conseillères. Encore une fois, un règlement intérieur et de la compétence du conseil municipal et pas de la maire ou d'un seul conseiller. Et je m'en désole, et donc je tiens à vous le dire. Alors, vous ne serez pas désolé longtemps, puisque je vois des mains qui se lèvent. Je donne la parole à Francis Land, puis Anne aussi, Chauvency. Attends, il y avait ça. Ah oui. Il y a exprès. Alors simplement, je reviens sur ce qu'on disait au début du débat, Monsieur Glorieux, c'est qu'il faut bien, à un moment donné, un cadre pour fonctionner. Là, on est réunis, il faut bien un cadre. Ce cadre, on le définit comme effectivement à minima. On est parti des textes réglementaires législatifs, et ce qui a été dit, c'était que ce texte peut être amendé. Donc il suffit de l'amender, de l'améliorer au cours du fonctionnement. C'est une façon de fonctionner. Il me semble plus logique de démarrer sur quelque chose, sur un cadre, et ensuite pouvoir l'amender ensemble, tous ensemble, puisque c'est le but. Voilà. Sinon, on part de rien, on invente tout. Là, ça va être peut-être plus compliqué. Voilà. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on s'engage sur rien. Il n'y a rien qui bloque. Le débat, il va avoir lieu, et simplement, démocratiquement. Mais les gens nous attendent, effectivement, pour être dans l'action tous. Voilà. C'est simplement, moi, les remarques que je voulais formuler. Je crois qu'on aura beaucoup de travail en commission. On ne va pas commencer à passer du temps à faire une commission règlement intérieur. Il y a des urgences qui nous appellent, et comme vient de le dire Francis Land, nous avons là un cadre. Vous avez fait des remarques. Certaines peuvent être prises en compte, mais beaucoup ne peuvent pas l'être pour des raisons, non pas de rejet, mais parce qu'elles sont redondantes ou elles sont inhérentes aux aspects législatifs de ces textes de règlement intérieur. Donc voilà, on a un cadre, je crois, qui est quand même assez lisible et compréhensible. Alors commençons à travailler avec ça. Anne Chauvency. Bonsoir à tous. Eh bien, en fait, c'était pour rejoindre un petit peu le message qui vient d'être dit par Francis. Donc l'intérêt en fait d'avoir un document comme celui-ci et pour le pratiquer dans d'autres milieux, c'est qu'il va nous permettre de lancer quelque chose et de ne pas attendre 1 mois, 3 mois, 6 mois avant d'avoir ce fameux cadre. Et il est bien dit que lors du fonctionnement, si on voit des améliorations à apporter, on est dans le principe de l'amélioration continue, et ben on les apportera. Et je pense qu'on est assez à l'écoute les uns des autres pour faire évoluer ce document si c'est nécessaire. Donc moi je vous invite plutôt à ne pas freiner dans le vote de ce document. Voilà.
Merci. Julie Champagne. C'est bon, je prends vais parler la parole. fort. Vas-y, Juste, vas-y. non, c'est bon, c'est bon. Pour finir, on est d'accord avec ce fonctionnement-là, pourquoi pas, en discuter de manière collective, mais là, à chacune de nos propositions, en fait, c'est Madame la maire qui a tranché en donnant son avis. Donc, c'est en ça qu'on voulait aussi faire une commission, et comme l'a dit Philippe, elle n'est pas obligée de durer 6 mois, mais c'est pour que aussi chacun s'exprime et qu'on puisse aussi avoir une pluralité des opinions pour essayer de sortir un peu effectivement de ce cadre, enfin c'est pas sortir du cadre, mais pour essayer d'exprimer toutes les sensibilités et de mettre aussi dans le règlement des règles qui conviennent à tous. Pardonnez-moi quand même de m'exprimer au nom de mon groupe. Je ne vois pas en quoi cela est choquant. Ce n'est pas que je tranche et que j'impose. Je crois que quelqu'un... Quand je réponds, je n'impose rien à mon groupe, mais mon groupe se reconnaît dans ma réponse. Je ne vois pas en quoi cela est choquant. Et c'est aussi parfaitement démocratique. Et d'ailleurs, la preuve, vous voyez, 2 personnes ont levé la main pour intervenir aussi. Ne soyez pas choqués de ça, parce que vous allez être beaucoup choqués, hein, je le sens. Parce que la plupart du temps, oui, je parle au nom de mon groupe. On travaille ensemble, ensuite on se met d'accord sur des décisions et je les porte. Donc, voilà, je ne sais pas en quoi c'est choquant. Quand nous travaillerons en commission, ce seront probablement les vice-présidents de commission qui s'exprimeront au nom des membres du groupe qui siègent dans sa commission. Bon, je ne vois pas en quoi c'est choquant. Et puis, toutes les questions qui ont été posées ici ce soir ont été par M. Glorieux. Je n'ai pas été choquée qu'il ait été le seul à intervenir sur toutes ces questions et tous ces articles. Ça ne m'a pas du tout dérangé ni choqué. Donc, ne soyez pas inquiète. À ce moment-là, soyez peut-être transparent, mais c'est pour nous aussi sur la méthode, parce qu'effectivement, peut-être Philippe l'a pas dit, il a présenté toutes les questions, mais on y a passé du temps aussi ensemble pour y réfléchir. Peut-être que vous l'avez fait, mais on l'a pas... Évidemment. Bah, voilà. Ça peut être juste aussi utile pour nous de le préciser, que vous êtes réunis, enfin que c'est... Ah bon? Tout ça, rien. Non, là vraiment vous m'étonnez. Je ne vois pas pourquoi je vous tiendrai informé de l'agenda du groupe de la majorité. Et je n'attends pas de l'opposition qu'elle nous présente son agenda de travail en interne. Vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Et nous faisons ce que nous pouvons quand nous voulons. Il n'y a pas de transparence ni de cachotterie. C'est comme ça, c'est la vie des groupes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas? Alors, je soumets au vote l'adoption de ce règlement intérieur de notre conseil municipal. Qui est pour? Avec abstention, qui c'est qui a l'abstention? Voilà, 2. Procuration, pas abstention. Oui, changez, vous mettez procuration. Qui est contre? Et donc 16 voix pour, 3 contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au point numéro 2 de notre conseil municipal. Et je vais demander à Roger Pedeflou s'il veut bien le présenter. Je crois que oui. Il s'agit de l'attribution de délégation du conseil municipal au maire. Vous voyez, je ne vais pas le dire moi-même. L'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales donne au conseil municipal la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, des attributions énumérées par ce même article dont il donne lecture. L'article L 2122-23 du même Code dispose que, sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises en cas d'empêchement du maire par le conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal, dans la mesure où ce dernier accepterait de donner délégation au maire, et afin de permettre une bonne administration de la commune dans l'hypothèse où elle-même serait empêchée, de prévoir que les règles ordinaires de suppléance du maire pourraient s'appliquer aux domaines ayant fait l'objet d'une délégation. Il est rappelé que ces règles, prévues à l'article L 2122-1
du Code précité sont les suivantes. En cas d'absence, de suspension, de révocation ou tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. Le conseil municipal est invité à examiner s'il convient de faire application de ce texte. Je relis tout la suite. Oui. Le conseil municipal, où il est exposé du maire et après en avoir largement délibéré, vu l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration municipale, à donner au maire certaines délégations prévues à l'article L 2122-22 du dit Code, considérant que le maire rendra compte de l'usage qu'elle fait à ces délégations à chacune des réunions du conseil municipal, décide de donner délégation au maire pour la durée du mandat pour arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux. 2. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, dans la limite des crédits d'emprunt inscrits au budget de l'exercice, ainsi qu'à toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres qui peuvent être réglementairement passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière. Accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Décider d'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même Code. Intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour l'ensemble du contentieux en première instance, en appel ou en cassation, que ce soit devant les juridictions administratives comme les juridictions judiciaires, civiles et pénales, y compris pour se constituer partie civile devant ces dernières. Décide qu'en cas d'empêchement du maire, son suppléant bénéficiera de la présente délégation. Merci. Avant de voir s'il y a des questions sur cette délibération, je vais peut-être donner quelques petits éclairages, quelques petites explications. Par exemple, dans le point 1, où il s'agit d'arrêter, modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit exemple, parce que tous ces exemples-là arrivent rarement. Mais enfin, par exemple, il s'agit de faire borner un terrain par un géomètre. Bon, tout simplement, parce qu'on doit savoir les limites d'une propriété en vue peut-être de l'acheter, de la louer ou toute autre chose, ou de la vendre. Donc c'est ce genre de petites choses-là. Par exemple, quand il s'agit de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, ça peut être
la commune possède des appartements. Eh bien, il pourrait s'agir de modifier le loyer d'un appartement, par exemple. C'est ça le louage de choses. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers, jusqu'à 4 600 €. Donc là, c'est déjà limité dans le texte. Eh bien, par exemple, ça nous est arrivé une fois, en tout cas dans mon expérience, la commune avait décidé de s'équiper d'une tondeuse plus performante et perfectionnée que celle que nous avions pour justement l'usage du stade et des terrains de foot notamment. Donc nous avons prévu le budget pour acquérir l'engin qui conviendrait à cet usage-là pour la commune, mais nous avions déjà un équipement qui était encore valable et qui méritait d'être revendu. Eh bien, pour ce genre de choses, on donne délégation au maire. Et pour la petite histoire, comme les choses se savent vite, la commune de Rontignon avait appris que nous allions nous défaire de notre engin de l'époque et a proposé de nous le racheter. On s'est mis d'accord sur un prix qui était aussi favorable pour le vendeur que pour l'acheteur. Et c'est ainsi que nous avons vendu de gré à gré, c'est le sens de cet article, notre tondeuse communale. Voilà, il y a plein de petits exemples comme ça, mais je m'empresse de dire pour la totalité de tous ces points, puisqu'il y en a 13, que bien évidemment, cette délibération d'attribution de délégation du conseil municipal au maire existe dans tous les conseils municipaux, je vous rassure, pour faciliter la gestion au quotidien, même avec des petites affaires, et que bien évidemment, le maire est tenu d'en rendre compte devant le conseil municipal. Tous ces faits et gestes-là sont consignés et rendus devant le conseil municipal. Est-ce qu'il y a néanmoins d'autres questions? Oui, monsieur Glorieux. Oui, nous nous étonnons, nous, que sur ces délégations demandées, ces 13 délégations, hein, en accord avec l'article 21-21-22, qui spécifie sur certaines délégations les limites qui devraient être fixées par le conseil municipal. Donc là, vous parlez de sur-légiférer. Là, j'ai l'impression que vous avez sous-légiféré. Ah oui, oui. Puisque, par exemple, vous dites sur le point 2, procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget dans la limite des crédits d'emprunt inscrits au budget de l'exercice ainsi qu'à toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et de passer à cet effet les actes nécessaires, alors que l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales nous dit de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation, etc. Donc j'aimerais bien que le conseil municipal fixe ces limites, puisque c'est le texte. Ouais. Alors, en fait, cette formulation signifie, dans la limite des crédits d'emprunt, ça veut dire que, évidemment, le maire est limité par le montant des crédits qui sont accordés par le conseil municipal, qui sont votés au moment du budget. Mais ça veut dire aussi, je me tourne un peu vers monsieur Domenech, parce que je crois que c'est une question très technique, je crois que ça veut dire que l'on confie au maire la bonne gestion en l'occurrence des emprunts, de manière à bien choisir quel type d'emprunt elle va souscrire, auprès de quels organismes bancaires. Et je pense à ça parce que, évidemment, on ne va pas se jeter sur les emprunts toxiques, par exemple, ou ce genre d'aventure qui serait nuisible au fonctionnement et au budget de la commune. Enfin, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est pour ça qu'on a fait cet article-là, ce point 2? Est-ce qu'on peut apporter un autre éclairage ou ça pose problème? Non, vous avez... Techniquement, le recours à l'emprunt, il est proposé au conseil municipal dans la limite des crédits d'emprunt inscrits au budget de l'exercice. Dans les limites fixées par le conseil municipal. Voilà. Et donc, il peut... Ça a été omis, et c'est un peu choquant pour nous parce que... Oui, attendez, monsieur Barraf veut parler, et après Francis Land. Oui, non, c'est simplement effectivement, il y a des justifications techniques et tout. Enfin, on a cherché un peu la signification de ces textes. Simplement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord qu'on reprend au moins ce qui est défini dans les textes du CGCT, avec les limites qui sont spécifiées dans les textes d'origine, et ça, on peut avancer.
Une seconde, Francis. Est-ce que c'est spécifié dans les textes d'origine, les limites? On comprend que c'était supprimé. Ça peut être très restreint ou Dans les limites des crédits d'emprunt inscrits au budget. Alors, C'est déjà une limite, Francis. moi, ça me semble un peu redondant, votre demande, parce qu'à partir du moment où c'est inscrit au budget, le budget, on le vote. Donc, le conseil municipal le vote. Donc, par essence, on vote le budget, donc on autorise ensuite le maire à faire les emprunts en fonction du budget. Donc, moi, je le comprends comme ça. Après, s'il suffit de le marquer, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est redondant, honnêtement. Le texte nous dit bien de... Pardon, vous avez parlé en même temps. Monsieur Baraf. Non, mais je veux dire, le texte existe sous cette forme, il ne faut pas le reprendre, je ne comprends pas, c'est tout. Si c'est redondant, c'est pas cette redondance. Non, c'est pas redondant dans le texte. Ce qui est redondant, c'est de dire il faut le préciser ici, alors qu'avant d'en arriver là, avant que le maire ne réalise des emprunts, le conseil municipal aura déjà voté son budget. Donc, par définition, la limite, elle est posée par le conseil municipal. Et le maire ne s'amusera pas à faire un emprunt plus important que les besoins de la commune d'abord, et surtout les capacités. Et donc c'est limité. Donc ça gêne rien de l'ajouter? Ben non, ça ne sert à rien. Non, ça gêne rien de l'ajouter. Ah, ça gêne rien. Mais comment voulez-vous qu'on l'ajoute? Comment voulez-vous le formuler? Tel que c'est spécifié dans le CGCT. Et vous avez la phrase? Ouais, Oui, oui. Il y a le Code général des collectivités. Le point 12 et le point 13. Il manque des limites qui sont définies dans le CGCT et qui ne sont pas reportées dans les délégations qu'on vote aujourd'hui. C'est juste... Mais vous parlez du 12 et 13, moi je vous parlais du 2. Votre point 2. Je croyais qu'on parlait du point 2, pas du 12 et du 13. Oui, votre point 2, votre point 12, votre point 13. Sur le Code général des collectivités territoriales, il est bien marqué de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal. Le conseil municipal peut fixer des limites qui sont inférieures au budget, au crédit d'emprunt. Par exemple, on pourrait fixer de l'ordre de 100 000 euros et que si ça dépasse les 100 000 euros, alors le maire doit passer par un vote du conseil. C'est ce que nous voudrions faire passer. C'est pas la même chose. D'accord. Et c'est dans les textes, voilà. C'est pour ça que je vous dis... dans la limite des crédits d'emprunt inscrits au budget de l'exercice et par le conseil municipal. Il faut le voter. Et voté par le conseil municipal. Je vous relis l'article 21-22 dans le texte du Conseil général des collectivités territoriales. Procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus. Il n'y a pas de limite fixée par le conseil municipal. Vous pouvez aller jusqu'à le budget total. Et nous, notre proposition est de mettre une limite et puis en dessous, si elle dépasse, il faut redemander au conseil municipal. Bon, mais moi, c'est les textes. Oui, ça me paraît en fait une évidence. Donc ça ne me dérange pas qu'on le reprécise. Et il faudra préciser ses limites en conseil municipal. Et on le précisera bien sûr au conseil municipal. Enfin, ça me paraît de la gestion de bons pères de famille ou mères de famille, si j'ose dire. Mais oui, bon, enfin, moi je m'en fiche, on peut le remettre. On va le rajouter, monsieur Denis. On va faire une répétition, on va reformuler en répétant la même chose. Si vous voulez, j'ai les textes là. Ou alors plus simple, vous savez quoi? On va retirer ce point 2 de la délibération, on retire le point. Et on fera une délibération spéciale là-dessus pour le prochain conseil municipal. Est-ce que ça vous va? Alors vous avez le point 2, le point 12, le point 13. C'est une bonne solution. Alors, le point 12, c'est pareil. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme. Donc, cela concerne le foncier qui a déjà été identifié par le plan local d'urbanisme. Donc, c'est le document souverain qui autorise le maire, et au travers du temps, le maire, son successeur et son successeur, tant qu'il n'y a pas eu de révision du PLU, cette possibilité de préempter existe et la commune peut l'exercer.
et c'est le maire qui l'exerce au nom de la commune. Donc là, je ne vois pas pourquoi on retirerait ça, parce que on ne retire pas, excusez-moi Madame la maire, c'est qu'on précise, et l'article 21-22, tiré 22 toujours, précise dans les conditions que fixe le conseil municipal. Donc là, les conditions n'ont pas été fixées par le conseil municipal. C'est pour ça qu'on était un petit peu choqués, on était un petit peu... Qu'est-ce qui se passe ? Mais les conditions du conseil municipal, ce sont les conditions qui c'est sont le texte, définies moi je vous dis. au moment de l'adoption du PLU. C'est la même chose. En fait, c'est la même chose que par rapport à la question d'avant, qui était une question d'ordre budgétaire, et là, c'est une question d'urbanisme. Oui, monsieur Barraf. On n'invente rien, c'est juste qu'on a remarqué que les délégations qui nous sont proposées, partout où était spécifié dans le texte d'origine dans les limites fixées par le conseil municipal, ça a disparu. On aimerait savoir si on peut le remettre ou pas. Oui, on va le remettre. On ne pas inventer quoi que ce soit. Oui, c'est évident. Enfin, voilà. Pour moi, c'est évident. Parce que je ne peux pas imaginer de faire des opérations, qu'elles soient d'urbanisme ou qu'elles soient budgétaires, en dehors des limites fixées préalablement par le conseil municipal. Alors, on va le mettre. Comme ça va vous rassurer sur mes intentions, qui, pourtant, croyez-le, sont honnêtes. D'accord? Alors, on va le rajouter. Après tout, j'ai envie de dire 2 fois, plutôt que de créer le doute parmi certains d'entre nous. Donc, sous réserve de réécrire ces articles en répétant le Code général des collectivités territoriales dans le texte, je propose, sauf que je crois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole encore, Michel Bille. Oui, juste une chose, c'est que dès le départ, considérant que le maire rendra compte de l'usage qu'elle fait de ses délégations, point, à chacune des réunions du conseil municipal. C'est carré, on ne peut pas faire mieux. À chaque fois que le maire rendra compte de l'usage qu'elle fait de ses délégations, à chacune des réunions du conseil. On ne va pas répéter qu'à chaque conseil, on fait à l'article 2, l'article 12, l'article 13. Ça, c'est sauf de le rajouter. Ça, c'est le compte-rendu, c'est après. La délégation, à chacune des réunions, elle rend compte de l'usage qu'elle fait. Oui, mais c'est après l'avoir fait. Oui, d'accord. C'est bien l'intérêt. Je ne vais pas faire... Le maire ne fait pas tout ça tout seul dans son coin, évidemment. Si ça ne pose aucun problème, en revanche, ça fonctionne comme ça, je ne vois pas pourquoi. On va rajouter, on va doubler, on va mettre ceinture et bretelles, comme ça vous serez plus tranquille. En revanche, pour le point 13, je vous propose de le laisser tel qu'il est, parce que je crois que tout est dit dedans. Alors, le point 13, l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales nous dit d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, ce qui n'y est pas dans votre article, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants. C'est défini. Voilà. Dans le CGCT, pas dans ce que vous nous proposez. Je n'ai pas entendu. C'est défini dans le CGCT, pas dans ce que vous nous proposez. En première, pour l'ensemble du contentieux, en première instance, en appel ou en cassation, que ce soit devant les juridictions administratives comme les juridictions judiciaires, civiles et pénales, y compris pour se constituer partie civile devant ces dernières. Qu'est-ce qui vous dérange? Tout est dit là. Ça ne correspond pas. Ce qui nous a choqué, voilà, c'est que ça ne correspondait pas au texte. Il ne faut pas lire Légifrance tel que c'est écrit. C'est pas Légifrance, c'est le CGCT. On ne peut pas être petitissimo là. Voilà qu'il faut se baser là-dessus, on se basait là-dessus. Si vous permettez, au niveau des actions en justice, il est clair que là, ce qui est écrit, c'est que le conseil municipal autorise le maire, dans tous les cas de figure, d'ester en justice, que ce soit en première ou en dernière instance, et devant n'importe quelle juridiction. Voilà, donc c'est la précision qui est demandée par le CGCT, il ne demande pas autre chose. Vous auriez pu très bien estimer, par exemple, que le maire ne peut intervenir qu'en première instance et ne pas aller en cassation. Là, ce qui est proposé au conseil municipal, c'est d'autoriser le maire à rester en justice dans tous les cas de figure où la commune est concernée par une action de justice, quel que soit son niveau. Et on n'a rien contre ça. Simplement, le texte auquel ça fait référence, nous, quand on le lit,
c'est que ça devrait être défini par le conseil municipal. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème, puisqu'on est 3 contre 16. On délègue l'acquisition de transit avec les tiers dans la limite de 1 000 €. Ce qui n'est pas spécifié. Ça veut dire Excusez-nous, au début, on a un peu peur, oui. Alors, on voit des limites qui existent dans les textes d'origine, on ne les retrouve pas, on cherche à savoir pourquoi elles n'y sont pas. C'est légitime, non? Pourquoi on ne limite pas à 1 000 € les... On parlait de limiter une somme. Oui, c'est ce qui est proposé. Je cherche à savoir comment ça fonctionne et ce qui fait qu'on ne retient pas cette limite. C'est simplement ça. Moi, je suis d'accord sur le fond, hein. C'est sur la forme, c'est tout. C'est gênant de fixer un montant comme ça, 1 000 €. Toutes les actions... C'est pas un argument, c'est gênant. Je voudrais comprendre, c'est juste ça. Est-ce qu'on peut le reporter à plus tard, en discuter un jour pour de bon, en ayant le temps? Simplement, imaginons pratiquement qu'il faille très vite intenter une action ou répondre à une action en justice pour l'équivalent de 1 200 €. Si on a fixé 1 000 €, il faudra qu'on se réunisse et qu'on fasse passer une délite. Si le conseil municipal ne vient pas dans le mois qui vient, parce que vous verrez que avec tout le travail en commission, bon, effectivement, on peut discuter de tous les articles, mais on risque d'y passer du temps. Voilà. Ou de perdre du temps. Oui. Parce que s'il faut repasser devant le conseil municipal, parce qu'une action, mettons en justice, sera estimée ou devisée par un professionnel à 3 400 €, mais que des faits extrêmement importants pour l'avenir de la commune en dépendent, il faut pouvoir agir tout de suite. Et on peut, si on doit pour cela délibérer en conseil municipal, c'est-à-dire passer outre une délégation parce qu'elle serait trop limitative, eh bien on peut perdre des intérêts pour la commune, des affaires ou des choses comme ça. C'est tout. Enfin, c'est rarissime en plus ce genre d'usage. Mais on en a eu besoin par 2 fois précédemment pour défendre la commune, et d'ailleurs elle a été bien défendue, et heureusement qu'on a pu ester en justice pour défendre les intérêts de la commune dans 2 cas d'urbanisme. Si c'est écrit, c'est que ça a une raison. On ne légifère pas pour rien. Alors, quoi qu'il en soit, Encore une fois, nous on est néophytes, hein, quelle que soit on pose la question. les délégations que l'on vote, il faut bien qu'elle réponde, qu'elle se conforme au CGCT. Il est supérieur. Oui, encore une fois, c'est le cadre, mais c'est un guide. Donc de toute façon... Non, mais vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de délibérations qui sont très administratives, j'ai envie de dire. Et si on se pose la question de tous les justificatifs sur tout, effectivement, là, on va perdre beaucoup de temps. Moi, je pense que pour ce problème de... Je suis tout à fait d'accord avec vous, là, sur l'histoire du budget, si vous voulez qu'on fixe un seuil plus bas pour effectivement les emprunts, ça, oui, c'est logique, et on peut effectivement le voter, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour qu'on retienne cet amendement. Non, pas un seuil plus bas, Francis. Pardon. Un seuil qui corresponde au budget, à ce qui est voté dans le budget. Oui. Mais pas plus bas. Nous, on propose plus bas. Que ce soit cohérent. Il propose plus bas. Il propose plus bas. C'est-à-dire que, Moi, je ne suis pas d'accord. au-dessus de, par exemple, 100 000 €, il faut redemander au conseil municipal, ça se rediscute. Non, mais on va passer notre vie à Enfin, faire... nous réunir. Franchement, vous allez voir que quand on va commencer à travailler dans le dur et qu'on va réaliser des choses, s'il faut se réunir tous les 8 jours avec des Si vous dépensez plus de 100 000 € tous les 8 jours... 2-3 jours francs et machin, etc., on ne va pas avancer. J'espère que ce n'est pas 100 000 € tous les 8 Oh, jours, madame le maire. Quand vous allez voir le budget, vous allez pleurer, monsieur Glorieux. Donc ne vous inquiétez pas pour les 100 000 € tous les 8 jours. Ça risque pas d'arriver. Bon, Ni même donc, 10 000, vous voyez. Donc on bon, pourrait. écoutez, moi je propose de changer ce que j'ai dit. Alors, je ne sais pas si je reprends tout. Le point 2, je veux bien l'amender, mais sans mettre de montant limitatif. Je veux bien redire ce qui est dans le code général et vous rassurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceinture et bretelles, mais on ne va pas refaire la totalité de cette délibération. Surtout que tout est transparent, pour reprendre un terme de Julie Champagne tout à l'heure, et que rien, surtout ce genre de choses,
ne se fait comme ça en catimini. Vous serez tous au courant, forcément. Voilà. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les Mazerois de ce point de vue-là. Donc je mets cette délibération au vote. Qui est contre? 3. Qui est pour? Je ne vois pas d'abstention. Elle est donc adoptée à 16 voix pour et 3 contre. Nous allons passer à la suivante, numéro 6. Fixation du nombre de membres du conseil d'administration du CCAS et désignation des représentants de la commune. Les règles concernant la composition et la mise en place du conseil d'administration du CCAS sont fixées par le conseil municipal. Vous avez les articles référents. Le conseil d'administration est composé, outre le maire qui en est président de droit en nombre égal, de au maximum 8 et au minimum 4 membres élus en son sein par le conseil municipal. Au maximum 8 et au minimum 4 membres nommés, c'est le même nombre de part et d'autre, par le maire parmi des personnes extérieures au conseil municipal. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée ci-dessus. Les membres élus par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. C'est une obligation du Code de la famille. Il n'y a pas de dérogation possible. Il convient donc de fixer le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS et de désigner les représentants de l'Assemblée municipale. Je vous propose de fixer à 10 le nombre des membres qui composent le conseil d'administration du CCAS. Étant entendu qu'une seule moitié de ces 10, c'est-à-dire 5 personnes, sera élue par le conseil municipal, et l'autre moitié est nommée par le maire. Également, de désigner, après un vote à bulletin secret, la liste des candidats que nous allons proposer. Pour les 5 personnes à élire au sein de notre conseil municipal, nous en avons 5. Si on respecte la proportionnelle entre ces 5 personnes, cela va nous donner, si vous avez dû faire vos calculs, j'espère, 4 personnes de la majorité et une de l'opposition. Donc, je vous propose de voter à bulletin secret. Pour notre liste, vous avez une personne à proposer ou une liste? C'est une liste? Non, une personne. Une seule personne? Est-ce qu'on peut, si le conseil m'y autorise, parce que c'est un bulletin secret, est-ce qu'on peut faire une liste de 5 sur laquelle on se met d'accord? Et est-ce qu'on doit quand même faire des bulletins pliés en 4 votés ou je peux demander l'autorisation de voter? Voilà. Alors, comme c'est un scrutin secret, sauf si l'unanimité du conseil municipal est d'accord pour voter à main levée sur la base d'une liste commune, seriez-vous d'accord pour voter à main levée sur la base d'une liste commune avec 4 personnes de la majorité et une de l'opposition que nous allons vous citer maintenant? Qui serait contre cela? Personne n'est contre. Donc vous êtes d'accord pour voter à main levée. Donc, nous allons citer les noms. Je vous propose pour notre part Nicole Billou, Céline Lacoste, Véronique Cazenave-Dimillet. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, il y a écrit Véronique. C'est Valérie. Pardon. Non plus. On s'est trompé. C'est quand tu étais parti. Alors, je rectifie. C'est pas grave, ça peut arriver, M. Dominique. C'est vrai que c'était Jennifer en plus. Vous suivez, hein, bien. Vous voyez qu'on a préparé aussi, on a travaillé. Donc, je reprends. Nicole
Nicole Bidou, Céline Lacoste, Jennifer d'Aragon, Marilyn Peyroulet. Quel est le nom de la personne que vous souhaitez proposer pour cette même liste? Philippe Glorieux. Philippe Glorieux? C'est pour dire le nom ou c'est vous? Non, c'est moi. Qui serait sur la liste. La candidate. Et donc, dernier candidat, Monsieur Glorieux. Alors, je soumets au vote du conseil municipal cette liste des membres du CCAS. Qui est pour? J'ai l'impression que c'est une belle unanimité. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie et vous félicite. Passons à la suivante. Création des commissions communales et désignation des membres. Alors, en application de l'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales, il est prévu que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises. Le conseil municipal dispose à cet égard d'une grande liberté. Il peut décider la création de commissions à chaque séance du conseil municipal pour l'étude d'un dossier ponctuel ou, au contraire, pour le suivi d'une question générale. La durée du mandat de ces commissions peut être limitée dans le temps ou bien égale à celle du conseil municipal. Les commissions municipales sont composées exclusivement de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal. Elles sont convoquées par le maire, qui est le président de droit, dans les 8 jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai si la majorité des membres qui les composent, lors de cette première réunion, les commissions, il manque un mot là, ou à plus bref délai, selon la majorité des membres qui les composent. Lors de cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider, si le maire est absent ou empêché. La composition des différentes commissions doit respecter les principes de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Je propose donc de mettre en place les commissions permanentes suivantes. La commission des finances, la commission urbanisme et grands projets, la commission travaux, voirie, patrimoine, espace public, la commission vie citoyenne et associative, la commission vie culturelle, la commission qualité de vie. Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et de procéder à leur nomination, conformément aux dispositions de l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Les membres des commissions sont désignés à bulletin secret, sauf décision contraire prise à l'unanimité, comme nous venons de le faire pour le CCAS. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales, ou si une seule liste a été présentée après l'appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Voilà, nous avons donc 3 possibilités qui s'offrent à nous. Soit un vote à bulletin secret, soit un vote à bulletin public, on va dire, décidé à l'unanimité des membres du Conseil, soit une liste unique, sachant que selon les modalités de désignation et le nombre de conseillers, l'opposition disposera toujours d'un siège, quels que soient les modes de scrutin. D'accord ? Donc, nous allons décider de créer les 6 commissions, de fixer le nombre de membres de chaque commission à 9, et de procéder à la désignation des membres au sein de chaque commission municipale. Et je vais donc, je ne vais pas répéter, soit vote, ça s'appelle l'appel à candidature et le mode de scrutin, je viens de le dire. Donc, je voudrais demander d'abord à l'opposition si elle a un souhait particulier pour le mode de scrutin. Est-ce que vous êtes d'accord pour un scrutin de liste si on intègre le nom de la personne que vous nous soumettez et hop,
Ainsi, on n'a pas besoin de faire des bulletins secrets. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord? Alors je pose la question au conseil municipal. Êtes-vous d'accord pour voter à main levée? Qui est pour? Tout le monde est pour, c'est à l'unanimité. Donc nous allons faire des listes communes. Je vais vous donner la liste des noms que nous avons préparés pour la commission des finances, puis pour chaque commission. Et vous me direz le nom de la personne que vous souhaitez voir ajoutée, ce qui viendra clore la liste et elle sera automatiquement adoptée. D'accord? Sans vote, du moment qu'on est d'accord pour faire une liste commune. On aura 9 noms, dont un pour vous. Alors Bruno Vermès, Roger Pédeflous, Nicole Billou, Francis Land, Michel Bille, Nicole Dufaux, Anne Chauvency, Joachim Costa et Philippe Glorieux. Philippe Glorieux. C'était la commission finance, hein, je l'ai dit au début, mais je le répète. Pour la commission urbanisme et grands projets, Francis Land, Roger Pédeflous, Nicole Dufaux, Marilyn Bayroulet, Frédéric Lescudé, Anne Chauvency, Thierry Annette, Pachi Elisech et Michael Baraf. Michael Baraf. C'est donc acté. Pour la commission Travaux, Voirie, Patrimoine et Espaces Publics, Roger Pédeflous, Francis Land, Nicole Dufaux, Marilyn Peyroulet, Frédéric Lescudé, Anne Chauvency, Thierry Annette, Pachi Elisech et Julie Champagne. Julie Champagne. Pour la commission vie citoyenne et associative, Michel Bille, Joachim Costa, Valérie Cazenave-Dimillier. C'est bon? Thierry Annette, Jennifer d'Aragon, Roger Pédeflous, Pachi Elisech, Frédéric Lescudé et Philippe Glorieux. Et Philippe Glorieux. Pour la commission vie culturelle, Nicole Dufaux, Céline Lacoste, Valérie Cazenave-Dimillier, Jennifer d'Aragon, Thierry Annette, Anne Chauvency, Bruno Vermès, Francis Land et Michael Baraf. Michael Baraf. Dernière commission, qualité de vie. Anne Chauvency, Bruno Vermès, Pachi Elisech, Joachim Costa, Céline Lacoste, Valérie Cazenave-Dimillier, Frédéric Lescudé, Michel Bille et Julie Champagne. Et Julie Champagne. Eh bien, je vous remercie. Grâce à ces listes communes, nous avons pu avancer un petit peu plus vite que si nous avions dû faire des bulletins de vote pour chacun. Je vous remercie. Nous pouvons passer à la délibération suivante, numéro 8. Désignation des délégués de la commune au syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est moi qui la présente. Conformément à l'article L2121-3 du Code général des collectivités territoriales, il convient de désigner les délégués de la commune qui siégeront dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Le conseil municipal peut procéder à tout moment en cours de mandat et pour le reste de sa durée à leur remplacement par une nouvelle désignation. Donc vous avez signé pour 6 ans, mais ça peut changer si le conseil municipal en décide. Le rapporteur précise que la commune est membre du syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques et que ce dernier prévoit qu'elle est représentée au comité syndical par un délégué et un délégué suppléant. En conséquence, il convient de procéder aux désignations correspondantes. Je vous propose de décider de procéder à la désignation des 2 délégués pour siéger à ce comité syndical, considérant qu'il faut procéder à scrutin secret à la majorité absolue des suffrages pour l'élection des délégués. Là, il n'y a pas moyen de... Si, quand même. Hein. Donc, il y a
un seul délégué titulaire et un seul délégué suppléant. Alors, avant de proposer le nom que nous avons retenu, je pose la question, est-ce que vous voulez proposer quelqu'un ou bien est-ce que vous êtes d'accord pour faire un vote au scrutin public, à main levée? On est conscient qu'en étant minoritaire, on n'aura pas forcément de délégation sur nos épaules. Donc on est d'accord pour suivre vos propositions. Après, on voulait rappeler que s'il y a besoin de déléguer à un certain moment ou de suppléants ou d'une quelconque soutien dans ces délégations, on est ouvert et intéressé par ces différentes délégations. Et ça concerne les points qui arrivent suivants. Les suivants. Voilà. Et après, on a aussi peut-être une question, en étant tous les trois assez novices, sur comment sera rendu compte en fait le travail des délégués au sein vis-à-vis du conseil municipal au fil des conseils d'administration ou des différentes séances qui vont se tenir. Alors, par exemple, prenons cet exemple-là du syndicat de l'énergie, l'élu délégué par la commune pour siéger au syndicat de l'énergie pourra en rendre compte dans les commissions où il participe. En principe, il y a une connexion entre cette délégation et sa participation à telle ou telle commission. Sur des éléments, des faits ou des dossiers majeurs, il pourra éventuellement en rendre compte au conseil municipal. Mais on ne peut pas tout faire remonter au conseil municipal, qui est un organe délibérant. Le mieux, c'est d'en parler en commission seulement. Mais il y a aussi des commissions qui sont assez transversales, dans lesquelles on peut rendre compte plusieurs fois, puisque les élus qui ont décidé de siéger dans telle ou telle commission le font aussi beaucoup par goût, appétence pour les thématiques dont il est question à chaque fois. Alors, non, je n'ai pas fait voter. Est-ce qu'on peut voter à main levée pour reposer la question? On est d'accord, j'en suis là. Donc, qui est pour voter à main levée? Je dois impérativement chaque fois le demander pour chaque question, parce que ça pourrait ne pas être le cas une fois ou deux. Donc, c'est, me semble-t-il, l'unanimité. Il n'y a pas d'opposition. À l'unanimité. Donc, nous vous proposons la candidature de Anne Chauvency comme titulaire, déléguée titulaire de la commune de Mazères au sein du syndicat de l'énergie. Qui est pour? Contre? Je n'en ai pas vu, ni d'abstention. Donc, Anne Chauvency. Oui, une abstention. Anne Chauvency, ou blanc plutôt, c'est blanc. C'est vote blanc. Anne Chauvency, vote blanc. Et donc 18 pour. Oui, tu veux dire quelque chose? Parce que par rapport à la Parle bien fort, parce que là je parle. Par rapport à la question, on a des comptes rendus concernant le DEPA qui seront mis à disposition, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on partagera lors des commissions, mais si vous voulez, en fait, lors des commissions, j'amènerai peut-être plus certains sujets en exergue, mais si vous voulez accéder à l'ensemble des comptes rendus, il n'y aura pas de souci. Oui, s'il y a des comptes rendus qui sont réalisés par le syndicat lui-même et qui sont donc retransmis évidemment aux délégués qui y siègent, rien n'empêche le délégué qui y siège après de partager ces documents, ce qui ira plus vite d'ailleurs que de faire des comptes rendus oraux dans les réunions, parce que vous allez voir que les réunions, elles sont toujours très tardives. Alors nous allons élire le délégué suppléant, même principe, on est d'accord, on vote à l'unanimité ou est-ce que je fais voter? Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter? Je ne veux pas qu'il y ait un vice de forme. Hein. Alors est-ce que tout le monde est d'accord pour voter à main levée pour le suppléant? Qui est pour? C'est donc à l'unanimité et je vous propose la candidature de Frédéric Lescudé. Qui est pour Frédéric Lescudé? Qui vote blanc? À l'unanimité, moins un vote blanc, Frédéric Lescudé. Bien, je crois que là c'est OK. Nous passons à la suivante que je vais vous présenter, la désignation des délégués de la commune pour siéger au sein de la SPL Béarn Pyrénées Restauration, la société publique locale SPL. La commune de Mazères détient 287 actions d'une valeur de 15 €.
de la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration, société au capital de 595 590 €. Cette société est administrée par un conseil d'administration, composé dans la limite du maximum légal de 18 membres, répartis comme suit, en fonction de leur participation au capital social de la société. Donc il y a 6 membres pour la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées, il y en a 4 pour la ville de Pau, 1 pour la ville de Lons, 1 pour la ville de Billère, 1 pour la ville de l'Escar et 5 représentants de l'Assemblée spéciale. Les autres communes, dont nous faisons partie, dans les autres communes, qui ont une participation au capital trop réduite, ne leur permettant pas de bénéficier d'une représentation directe au conseil d'administration, sont regroupées en assemblée spéciale. Cette assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y participant. Chaque commune y disposera d'un nombre de voix proportionnel au nombre d'actions qu'elle possède dans la société. L'Assemblée spéciale désigne également en son sein les représentants communs qui siègent au conseil d'administration. Alors, à l'occasion du renouvellement électoral, il convient de désigner de nouveaux représentants de la commune de Mazères-le-Zon au sein de la SPL Pau Béarn Pyrénées Restauration, avec un représentant siégeant à l'Assemblée générale et un représentant siégeant à l'Assemblée spéciale. Ah oui, les yeux qui ont... Un pour l'Assemblée spéciale et un pour l'Assemblée générale. J'aurais pu préciser pour les personnes qui sont dans le public que cette société publique locale Pau Béarn Pyrénées Restauration, c'est ce qu'on appelle la cuisine communautaire. Hein, c'est l'entreprise, on va dire, qui fabrique les repas qui sont servis dans les écoles ou dans les crèches ou dans les centres de loisirs selon les choix de chaque collectivité. Parce qu'on peut ne pas recourir à la SPL Pau Béarn Restauration et s'adresser à un traiteur ou je ne sais qui d'autre. Voilà. Donc c'est le choix jusqu'à ce jour de la commune de Mazères et donc à ce titre nous sommes amenés à y siéger. Alors je demande au conseil municipal si vous êtes d'accord